dès le premier coup d'œil, le Caire exerce une extraordinaire fascination. Les coupoles, les minarets, les palmiers courbés vers le Nil ponctuent le profil de la ville, évoquant sa splendeur passée et les légendes qui se perdent dans la nuit des temps. Mais on s'aperçoit bien vite que la ville d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce monde imaginaire. Près de 16 millions de personnes, soit un tiers de la population égyptienne, vivent dans la métropole et dans des conditions souvent très difficiles. Bien que le Caire compte une importante communauté copte, c'est la religion musulmane qui domine la vie quotidienne et rythme les différents moments de la journée. L'islam s'est imposé en Égypte à partir de l'invasion arabe en 639. Et les mosquées sont l'expression architecturale de cette nouvelle religion. La plus ancienne mosquée demeurée intacte est celle d'Ibn Touloun, construite vers la fin du IXe siècle. La mosquée El Hakim est un exemple d'édifice religieux construit au Xe siècle, à l'époque des Fatimides. Sous cette dynastie, l'Égypte connaît une période de prospérité économique et culturelle et la capitale prend le nom d'El Kahira, la victorieuse, qui deviendra le Caire. La mosquée El Azhar, la mosquée splendide, est la plus belle de toutes celles de cette époque, avec sa grande cour centrale à portique, sa salle de prière, ses 5 minarets et ses 6 portes. Elle abrite aujourd'hui une célèbre université islamique. Dans le vieux Caire, où se trouvent les vestiges de la présence romaine et les anciennes églises coptes, se dresse la mosquée d'Amr, construite en 642, à l'époque de la conquête arabe. C'est la plus ancienne mosquée du Caire, mais la plus grande partie du bâtiment actuel est de beaucoup postérieure à sa fondation. Près du vieux Caire et de la mosquée d'Amr, le site de Fosta contient les ruines de l'ancienne cité arabe. Aujourd'hui, il est surtout connu pour les ateliers des céramistes, dont les techniques de fabrication sont demeurées identiques à celles des anciens Égyptiens. La grande majorité de la population descend des anciens Égyptiens qui se sont mêlés aux Arabes au cours des siècles. Le Caire continue à attirer les habitants des campagnes et c'est aujourd'hui la plus grande agglomération d'Afrique.
Les faubourgs de la métropole sont désormais parvenus jusqu'à Giza et ses pyramides. Ces constructions légendaires sont les monuments funéraires des pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos, construits il y a 45 siècles. C'est à cet endroit que se trouvait autrefois Memphis, capitale de l'empire des pharaons. Les pyramides, ainsi que le sphinx, sont le reflet d'une conception mythique du monarque qui, loin d'être considéré comme un simple mortel, était vénéré comme un dieu. Son corps était conservé dans une chambre secrète à l'intérieur de la pyramide, à laquelle on accédait par un réseau de couloirs très compliqué. Des dizaines de milliers d'hommes participèrent à la construction des pyramides sous la direction d'architectes et de techniciens. Les blocs de pierre étaient acheminés par des embarcations sur le Nil et ses canaux. Le transport se faisait au moyen de glissières, de cordes mouillées, de leviers et de traverses. La pyramide la plus grande est celle de Khéops, avec 137 mètres de haut et 230 mètres de largeur des côtés à la base. Le revêtement extérieur était fait de pierres polies. Celles-ci furent ensuite retirées par les souverains qui utilisèrent la pyramide comme carrière de pierre. La nécropole de Saqqara, proche de Giza, est célèbre pour la pyramide à degrés de Djéser, qui représente la transition entre le mastaba, monument funéraire archaïque de forme rectangulaire, et la pyramide proprement dite. On a découvert dans les mastabas de Saqqara et dans la pyramide de Djéser des sculptures d'une finesse extraordinaire, représentant des scènes de la vie quotidienne. Des scribes, des champs et des animaux, des bateaux sur le fleuve, des scènes de chasse et de pêche. Les pyramides connaissent une évolution au niveau de la forme et au niveau du matériau employé, qui n'est plus la brique mais la pierre. Surtout, le caractère divin du pharaon s'accentue de manière irréversible. Sur la place de la Libération, ou Midan el-Tahrir, au centre de la ville moderne, se trouve le musée égyptien fondé par le français Auguste Mariette en 1858. L'intervention française dans les affaires égyptiennes, qui dura seulement de 1798 à 1801, durant les campagnes napoléoniennes, laissa toutefois une empreinte durable sur la vie du pays et encouragea le développement de l'archéologie qu'elle dota de solides bases scientifiques. Le rez-de-chaussée est occupé par des statues, souvent colossales, comme celle de Ramsès II, de Képhren et de Djéser, tandis que le premier étage abrite des objets de dimension moindre. Le joyau du musée n'est autre que le célèbre trésor de Toutankhamon, une collection unique au monde d'objets trouvés dans une tombe, découverte à Thèbes, en Haute-Égypte, en 1922. Ce trésor est d'autant plus précieux qu'il fut découvert intact dans une tombe qui n'avait pas été saccagée. Parmi les merveilles de ce trésor figure le sarcophage anthropoïde d'or, orné au niveau du front du vautour et du serpent, symbole du pouvoir royal, et le masque funéraire, en or massif, reproduisant les traits du jeune roi qui recouvrait le visage de la momie. Les papyrus étaient des feuilles fabriquées à partir de la tige de la plante du même nom, sur lesquelles étaient inscrits des hiéroglyphes et étaient dessinées des images et des scènes de la vie quotidienne.
La fabrication du papyrus, ainsi que bien d'autres activités de l'Égypte ancienne, sont reproduites au Ragab pharaonique village, qui est la reconstitution d'un village de l'Antiquité sur une île au milieu du Nil. Le village se visite à bord d'un bateau panoramique qui navigue sur un canal entre les plantations de papyrus. Outre les statues représentant les différents dieux, on peut admirer la reconstitution à une échelle réduite d'un temple égyptien typique auquel on accède par une porte gigantesque composée de 2 tours trapézoïdales et portant le nom de pylônes. Sur les murs du temple, de grands reliefs représentent des scènes de la vie du pharaon en temps de paix et en temps de guerre, ainsi que des scènes de la vie agricole, telles qu'on peut en voir en visitant le village. De jeunes gens miment des scènes de travaux agricoles et artisanaux, donnant une idée superficielle mais tout à fait correcte de ce qu'était la vie de cette époque. Sur l'île de Roda se dresse la silhouette conique du nilomètre, une construction plus que millénaire qui contient un puits rectangulaire communiquant avec le lit du fleuve. Placée au centre du puits, une colonne octogonale permettait de mesurer en coudées la hauteur des crues du fleuve. En effet, en période de crue, le Nil déposait sur ses rives le limon fertile indispensable à l'activité agricole. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi les Égyptiens de l'époque suivaient avec tant d'attention les mouvements du fleuve. L'île de Boulak, appelée plus généralement Gézira, est une véritable oasis de verdure où se dresse le quartier résidentiel de Zamalek, dominé par la tour du Caire, d'une hauteur de 185 mètres, au sommet de laquelle se trouve un restaurant panoramique. L'île et les rives du Nil, situées en face, sont occupées par les gratte-ciels du centre-ville qui abritent les grands hôtels ou les bureaux gouvernementaux ou privés. C'est sur les ponts qui la relient à la ville que passent les grandes artères qui forment d'imposantes perspectives sur les monuments et les palais dignes des plus grandes métropoles du monde. L'un de ces édifices spectaculaires est le théâtre de l'Opéra, qui remplace le théâtre du XIXe siècle détruit par un incendie en 1971. L'ancien théâtre, qui se trouvait place de l'Opéra, avait été construit à l'occasion de l'ouverture du canal de Suez. C'est là qu'eut lieu 2 ans plus tard la première mondiale d'Aïda. Sur la place du Vieil Opéra, en arabe Midan Opéra, on a construit à l'emplacement du théâtre un parking de plusieurs étages.
juste en face de ce parking, se dresse la statue équestre d'Ibrahim Pacha, l'un des plus célèbres généraux égyptiens du XIXe siècle, qui fut le bras armé du grand Méhémet Ali, celui qui parvint à mettre en branle le processus de modernisation de l'Égypte dès le début du siècle dernier. Non loin de là, à l'entrée de la place El Ataba El Kadra, les voix des vendeurs du marché aux tissus attirent l'attention des passants au milieu d'un mélange chaotique d'automobiles, de porteurs d'eau, de balles de tissu, de couleurs et de poussière. L'attention du client potentiel est sans cesse détournée par une voix plus forte, une couleur plus vive ou par l'insistance d'un marchand. La vie rurale pénètre jusqu'en plein cœur de la ville, comme pour démontrer que la campagne demeure la sève de la population du Caire. Le Caire est une ville riche en contrastes. En voici un autre exemple. Il s'agit de la statue haute de 10 mètres de Ramsès II, provenant de Memphis, érigée en face de la gare. De la place de la gare, ou place Ramsès, part une longue artère, la rue El Goumouraya. Elle traverse le quartier européen de l'Esbekaya et rejoint l'ancien palais royal d'Abdi. Les autres bâtiments officiels sont situés à proximité de la place El Tahrir, comme le Parlement, qui se reconnaît à ses colonnes blanches. Non loin de là, se trouvent plusieurs ministères et surtout le bel édifice de l'université américaine. C'est vers la place El Tahrir que convergent les grandes artères, les lignes d'autobus et le métro. Ce grand building, incurvé, porte le nom de Mogama et abrite des bureaux administratifs. La place est sans cesse pleine de monde, et la traversée pour se rendre par exemple au musée égyptien se révèle une entreprise difficile à toute heure de la journée. Naturellement, les grands hôtels de Guézira, loin de l'agitation et entourés de verdure, sont de véritables oasis de paix et de luxe pour les richissimes touristes occidentaux et arabes qui y logent. Certains de ces hôtels, comme le Marriott, dont la partie centrale occupe un palais du XIXe siècle, offrent cet aspect féerique et exotique que le touriste s'attend justement à trouver au Caire. Le spectacle le plus demandé est évidemment la célèbre danse du ventre qui, selon certaines hypothèses, pouvait servir à l'origine de préparation à l'accouchement.
L'enceinte médiévale est percée de plusieurs portes monumentales. La plus spectaculaire est Bab Zouyella. Cette tour supporte les 2 minarets de la mosquée El Mouyahhed, bâtie 300 ans plus tard, au début du XVe siècle. Située du côté opposé de la vieille ville, près de la mosquée El Hakim, Bab en Narz, la porte de la victoire, rappelle le style des portes romaines. Près des portes et dans pratiquement toute la vieille ville, surgissent les différents bazars ou marchés couverts. Chacun d'eux est spécialisé dans la production ou la vente d'objets particuliers. Parmi les activités les plus pittoresques figure le travail des tapis brodés qui sont ensuite vendus directement dans de minuscules boutiques situées dans un dédale de ruelles. Vu d'en haut, le centre du Caire a une couleur grise à peine voilée d'un nuage brun. En revanche, à l'intérieur de ces bazars et des ateliers des artisans, on assiste à une véritable explosion de couleurs qui tente de compenser les tristes teintes de la pierre ternie par la pollution. La gaieté et le vacarme des marchés et des boutiques font souvent oublier l'autre aspect du Caire, à savoir son activité productive, artisanale et industrielle, qui en fait le plus grand centre économique du monde islamique. Dans la vieille ville, délimitée par son enceinte de pierre, les mosquées de l'époque médiévale alternent avec les rares palais de riches commerçants et de dignitaires qui se sont conservés. Les minarets surgissent à l'improviste entre ces vieilles murailles, tout comme les tours et les façades des églises gothiques européennes qui dominent tous les édifices environnants. Certaines demeures, comme le palais de l'émir Beshtak ou la bête el-Souyami du cheikh El-Hazar, ont conservé quelque chose de l'atmosphère du passé, faite de lumières filtrées, de jardins ombragés, de mosaïques, de fontaines, de chambres pour les femmes du harem, de vitraux et de rosaces polychromes. L'un des endroits les plus encombrés dans le centre historique est la place El Hussein, où se dresse la mosquée Sayyedna El Hussein et la mosquée El Hazar. C'est là que se trouve l'entrée du grand bazar, appelé Khan El Khalili, établi à la fin du XIIIe siècle, à l'époque des Mamelouks. Les parfums, les épices, l'orfèvrerie, les articles en cuir, les cuivres, les dessins sur papyrus sont proposés aux touristes et démontrent à quel point ce bazar s'adapte à la demande des consommateurs. Il demeure toutefois le principal marché du Caire et conserve son caractère traditionnel grâce à la présence des artisans tisserands, fabricants de tapis, couturiers, cordonniers, graveurs sur cuivre et sur laiton, du marchandage aussi, des cris et du mouvement continuel de la foule.
Le traditionnel lieu de rendez-vous, pour boire par exemple un délicieux thé à la menthe, est le café Fichaoui, toujours rempli de fumeurs de narguilés qui contemplent le fourmillement incessant qui les entoure, assis sous les miroirs et les lustres poussiéreux. La citadelle, dans la partie sud du Caire, est l'un des nombreux monuments historiques de la ville. Elle fut édifiée à partir de 1176 par le célèbre Saladin. La colline sur laquelle elle est construite permettait le contrôle de la ville et constituait par conséquent l'emplacement idéal pour une grande forteresse qui allait devenir par la suite la résidence de tous les souverains des Mamelouks aux Pachas ottomans. Outre les installations militaires, la citadelle abrite la plus extraordinaire mosquée du Caire, la mosquée de Mehmet Ali, construite au milieu du XIXe siècle dans le style turc et inspirée des grandes constructions religieuses d'Istanbul. Elle est particulièrement remarquable pour son revêtement qui lui a valu le surnom de mosquée d'Albâtre et pour sa grande coupole flanquée de 4 demi-coupoles. Mehmet Ali fonda également un grand musée militaire qui a été agrandi et qui abrite aujourd'hui des armes du XXe siècle ainsi que des pièces datant des toutes récentes guerres du désert. C'est dans la partie orientale de la ville que se trouve la cité des morts, totalement intégrée à la société des vivants et qui est occupée aujourd'hui par les couches les plus défavorisées de la population. Des constructions d'une extrême pauvreté, en briques et en boue séchée, y voisinent avec des mausolées somptueux, comme ceux que l'on désigne du nom de tombeaux des califes. Le Vieux-Caire est peuplé principalement de Coptes. La partie la plus intéressante de ce faubourg est située à l'intérieur de murailles de construction romaine qui seraient celles d'une ancienne forteresse. C'est là que se trouve l'église Saint-Serge et l'église Sint-Myriam Sainte-Marie, appelée aussi El Moulaga, la suspendue, toutes deux reconstruites au XIe siècle, et le musée copte. Qui dit Nil, dit aussi navigation. Les croisières sur le fleuve sont l'une des principales attractions touristiques de l'Égypte, notamment dans la partie méridionale du fleuve, dans la région d'Aswan. Outre les bateaux de croisière, qui peuvent accueillir des centaines de passagers, on utilise aussi les agiles felouks, qui étaient traditionnellement employés pour les transports et la pêche. Assouan, situé à proximité du gigantesque barrage, à l'extrême sud du pays,
est désormais un important centre touristique qui bénéficie du voisinage de sites archéologiques extraordinaires. C'est sur une colline qui domine le Nil que se trouve le mausolée de l'Aga Khan, chef spirituel d'une secte musulmane ismaélienne. Avec la construction du barrage d'Assouan, dont le but était de favoriser entre autres l'essor industriel du pays, les temples de Philae, construits sur les îles du Nil, étaient condamnés à disparaître. Fort heureusement, l'UNESCO décida, avec l'intervention de l'Allemagne et de l'Italie, de procéder à une importante opération de sauvetage. Les temples furent déplacés, pierre par pierre, sur l'île d'Eijilka, au-dessus du niveau de l'eau. En remontant le Nil depuis Assouan, on arrive à Edfou, célèbre pour son temple d'Horus, l'un des plus grands temples de l'Antiquité en parfait état de conservation. Le dieu y est représenté sous la forme d'une gigantesque statue de faucon placée à l'entrée. Ce temple est l'archétype même du temple égyptien, avec ses salles de plus en plus petites et de plus en plus sombres à mesure que l'on approche du sanctuaire, plongé dans l'obscurité la plus totale. La vallée du Nil est un étroit ruban de 1000 km de long, pris entre deux déserts. Les bords du fleuve sont quant à eux couverts sur quelques kilomètres d'une végétation luxuriante. C'est le long du Nil que se trouvent les principaux sites archéologiques d'Égypte, principalement dans la région de Luxor. Luxor, à environ 650 km du Caire, se trouve à l'emplacement qu'occupait autrefois Thèbes, l'autre ancienne capitale des pharaons. C'est aujourd'hui la principale localité touristique de l'Égypte, avec ses hôtels confortables situés au bord du fleuve ou sur une île. La rive gauche du Nil est occupée par les nécropoles, c'est-à-dire la Thèbes des morts, tandis que la rive droite est celle de la ville des vivants, avec les grands temples de Luxor et de Karnak. Le temple de Luxor servait pour la procession du dieu Amon et était essentiellement l'œuvre de deux grands pharaons, Amenophis III et Ramsès II. Sa longueur totale est de 260 mètres. L'entrée monumentale du temple est précédée par l'obélisque de Ramsès II. L'autre obélisque, qui se dressait à cet endroit, fut donné à la France par Mehemet Ali et érigé en 1836 sur la place de la Concorde, à Paris. À l'intérieur des nécropoles thébaines, de l'autre côté du Nil, se dressent les colosses de même nom qui flanquaient jadis l'entrée du temple funéraire d'Amenophis III. Les colosses représentent le roi. C'est le pharaon lui-même qui fit venir ces monolithes de la quartzite rouge du nord de l'Égypte. En revenant sur la rive droite du fleuve, on peut admirer le grand complexe religieux de Karnak, qui était relié à celui de Luxor
par une voie de 3 km bordée de sphinx. Le temple d'Amon est formé d'une succession de grands pylônes ou entrées fortifiées, suivies de cours et de salles hypostyles. Plusieurs pharaons prirent part à la construction de ce temple qui se prolongea durant de longues années. Une allée bordée de sphinx à tête de bélier mène du débarcadère sur le Nil au temple. Le culte avait pour objet le parcours de la barque sacrée du soleil dans laquelle Horus, le dieu pharaon, aurait sillonné le ciel après sa mort. La partie la plus spectaculaire du site est la grande salle hypostyle avec ses 134 colonnes qui ont jusqu'à 23 mètres de hauteur. Les chapiteaux ont à leur sommet une circonférence de 15 mètres. Dans leur ensemble, ces colonnes formaient la plus grande salle de l'Antiquité. Les pylônes et les colonnes sont ornés de reliefs représentant les différents rituels religieux. Les silhouettes des monuments anciens qui se détachent sur le crépuscule semblent une garantie d'immutabilité. Mais il ne s'agit là sans doute que du sentiment romantique que peut avoir le visiteur devant tous ces témoignages du passé. Le grand barrage d'Assouan et le lac Nasser ont permis en contrepartie une transformation rapide de cette région qui est en train de s'industrialiser. Mais ici, sur le Nil, tout semble être resté comme autrefois. Les émotions que provoquent ces murailles anciennes, baignées à la fois par la lumière de la lune et par celle du soleil couchant, sont le vrai miracle des dieux anciens, dont la magie demeure immortelle.